La première chose que j'ai vue. C'était ma belle-sœur qui portait un sac à vêtements à travers ma porte d'entrée comme si elle avait une clé de l'endroit. Derrière elle, ma pelouse était couverte de valises. Pas une ou deux. Pas le genre de sac que les gens apportent pour un week-end. Il y avait des valises à roulettes, des sacs de voyage, des glacières, des chaises pliantes. Des sacs de couchage. Des cartons de provisions et 3 bacs en plastique marqués « Fourniture de réunion ». 3 SUV étaient alignés le long du trottoir. Avec une camionnette de location à passagers qui bloquait à moitié l'allée de mon voisin. Et là, debout au milieu de tout cela avec un sourire sur le visage, se trouvait Tessa Morgan. « Toute la famille va rester ici pendant 10 jours, a-t-elle dit. Tu n'as pas d'objection à cuisiner et à faire le ménage, n'est-ce pas? Ce n'est que 20 personnes. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'avais mal compris. Je rentrais juste du travail un vendredi après-midi. J'étais fatigué, encore vêtu de la robe marine sobre et des talons bas que je portais au bureau. Et tout ce que je voulais, c'était finir de faire ma valise pour mon voyage à Charleston. Ma sœur cadette, Nora, avait terminé son traitement contre le cancer du sein au printemps. Nous avions prévu 5 jours tranquilles sur la côte ensemble. Quelque chose de doux et d'espoir après une année qui nous avait effrayés toutes les deux plus que. Nous ne l'avouions. Les billets d'avion étaient réservés depuis des mois. David le savait. Mais quand j'ai regardé au-delà de Tessa, j'ai vu mon mari debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il avait un torchon sur une épaule et l'expression d'un homme qui avait espéré qu'un problème se résoudrait de lui-même avant de l'atteindre. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tu savais. Ai-je dit. David a baissé les yeux vers le sol. Tessa a mentionné la réunion il y a quelques semaines. Une réunion. Ai-je répété. Ou 20 personnes qui emménagent dans notre maison pendant 10 jours. Ce n'était pas censé sonner comme ça. A-t-il dit à voix basse. Tessa a émis un petit rire comme si j'exagérais. Claire? C'est la famille. On va tous mettre la main à la pâte. J'ai regardé de nouveau les bagages. Un des cousins de David portait déjà un carton d'eau en bouteille à travers le portail latéral. 2 enfants se poursuivaient à travers mon parterre de fleurs. Ma belle-mère, Margaret, était assise sur le balançoire de la véranda. Son sac à main sur les genoux, l'air satisfait. Ce n'était pas une visite. C'était une invasion déguisée en réunion de famille. J'ai repris mon souffle. Pendant des années, j'avais été la personne que tout le monde appelait quand quelque chose devait être fait. J'organisais la fête de l'Action de grâce. Je gardais des serviettes de rechange lavées et pliées. Je me souvenais qui était allergique aux fruits de mer, qui ne mangeait pas de porc, dont les enfants avaient besoin d'une chambre plus calme pour dormir. Je faisais ces choses parce que je croyais que l'amour résidait dans les petits gestes de soin. Quelque part en chemin, la famille de David avait décidé que prendre soin était simplement mon travail. Et David les avait laissés faire. J'ai regardé Tessa droit dans les yeux et j'ai dit aussi calmement que possible. Bien sûr. Mais j'ai déjà réservé des vacances. Allez-y et profitez de votre rôle d'hôtesse. Le sourire a disparu de son visage. Je pars demain matin. Ai-je dit. Les billets ne sont pas remboursables. Et ma sœur m'attend. Margaret s'est levée de la balançoire. Mais nous avons fait tout ce chemin. Je vois ça. David s'est approché. Baissant la voix. Claire? S'il te plaît? N'en fais pas un problème. Maman est déjà là. Tout le monde est déjà là. Je l'ai regardé fixement. Tu en as fait un problème quand tu leur as dit qu'ils pouvaient venir avant de me demander mon avis. Ce n'est pas comme si j'avais tout planifié.
A-t-il dit. Non. Ai-je répondu. Tu leur as juste promis que je m'en occuperais. Son silence m'a répondu. Plus tard. Il admettrait que Tessa l'avait appelé 2 semaines auparavant et avait dit qu'elle voulait réunir la famille sans dépenser des milliers de dollars pour une maison de location. David lui avait dit, Claire s'en occupera. La maison a beaucoup de place. Il l'avait dit comme certains disent que le temps sera beau. Comme si mon travail était une partie fiable du paysage. Tessa a croisé les bras. Alors? Tu vas vraiment nous laisser ici sans rien. Vous avez 20 adultes. Ai-je dit. Je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller. Son visage s'est durci. C'est incroyablement égoïste. Peut-être que ça l'était. Ou peut-être que l'égoïsme c'était d'arriver chez quelqu'un d'autre avec 20 valises et de s'attendre à ce qu'elle renonçât. Un voyage avec sa sœur en convalescence pour que vous puissiez avoir des vacances gratuites. Je ne l'ai pas dit à voix haute. J'étais trop fatigué pour débattre de ce qui aurait dû être évident. À la place, je suis passé devant eux. J'ai monté les escaliers et suis entré dans le petit bureau au bout du couloir. C'était la seule pièce de la maison qui me semblait encore entièrement mienne. J'ai fermé la porte. Les verrouillé et suis resté un moment avec la main posée sur le vieux classeur en chêne. J'avais acheté cette maison quand j'avais 31 ans, bien avant de rencontrer David. Je l'avais achetée après des années d'heures supplémentaires. Après avoir économisé chaque dollar supplémentaire possible. Après avoir appris d'un premier mariage difficile que la sécurité n'était ni froide ni égoïste. La sécurité, c'était la paix. David y vivait depuis 12 ans. Je ne lui en avais jamais fait grief. J'avais fait de la place pour lui de toutes les façons possibles. Mais je n'avais jamais ajouté son nom à l'acte de propriété. J'ai ouvert le tiroir du bas. Sorti un dossier étiqueté, registre de propriété, et pris le document original. Le papier était ordinaire, de couleur crème, officiel, discret. En bas, j'entendais Tessa demander des couvertures supplémentaires. J'ai tenu l'acte dans mes mains et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me venir bien plus tôt. Pendant 12 ans, la famille de David avait appelé cela la maison de David. À la fin de ce week-end, ils allaient apprendre à qui appartenait vraiment la maison. Je suis resté dans ce petit bureau avec l'acte entre les mains plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas parce que j'avais peur de redescendre. À 46 ans. J'avais survécu à un premier mariage qui m'avait appris à quel point une maison pouvait sembler solitaire quand on ne s'y sentait plus en sécurité. J'avais passé des années à construire une vie sur laquelle je pouvais m'appuyer sans demander la permission à personne. Ce qui m'effrayait, c'était la clarté avec laquelle je voyais maintenant la vérité. Pendant 12 ans, j'avais confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être valorisé. J'ai remis l'acte dans son dossier et l'ai emporté en bas. Je ne l'ai pas brandi. Je n'ai rien annoncé. Pas encore. La cuisine était déjà bondée. Tessa avait ouvert mon réfrigérateur et l'examinait avec la déception de quelqu'un inspectant un buffet d'hôtel. Tu as plus de nourriture pour le petit déjeuner? A-t-elle demandé. Les enfants auront besoin de choses qu'ils reconnaissent. J'ai regardé la porte du réfrigérateur. Puis elle. Il y a un supermarché à 10 minutes. Elle a cligné des yeux. Tu ne vas pas y aller. Non. Sa bouche s'est crispée. Dans le salon, Margaret dirigeait 2 petits-fils adolescents vers le couloir. Vous, les garçons, vous pouvez prendre la chambre bleue, a-t-elle dit. Claire peut dormir sur le canapé si elle en a besoin. Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte. La chambre bleue était mon bureau-chambre d'amis. Elle contenait un lit de jour. Une petite bibliothèque et la courte pointe que ma mère m'avait faite avant de mourir. C'était aussi là que j'avais prévu de dormir cette nuit-là après avoir fini de faire ma valise. Parce que Nora et moi avions un vol tôt le matin.
Ces garçons devront trouver un autre arrangement. Ai-je dit. Margaret s'est retournée lentement. Ce n'est qu'une nuit. C'est ma chambre. Margaret. Son expression a changé comme toujours quand je la décevais. Pas exactement en colère, mais profondément offensée. Comme si j'avais violé un accord privé qu'elle croyait avoir conclu avec la famille de son fils. David vit ici depuis 12 ans. A-t-elle dit. C'est sa maison. David était debout au comptoir, les mains à plat sur le granit. Il aurait pu la corriger. Il aurait pu dire, Claire a acheté cette maison. Il aurait pu dire, nous n'avons pas accepté cette visite. À la place, il a détourné le regard. Ce petit mouvement m'a fait plus de mal que le sentiment de droit de Tessa. Tessa avait toujours été négligente avec les limites des autres. Mais David avait été la personne en qui j'avais confiance pour protéger les miennes quand j'étais trop fatigué pour les expliquer. J'ai dit. David vit ici parce que je l'ai invité à construire une vie avec moi. Cela ne signifie pas que quiconque peut prendre des décisions pour cette maison sans me demander. La pièce est devenue assez silencieuse pour que j'entende un enfant à l'étage traîner quelque chose. Sur le sol. David a poussé un long soupir. Claire? On peut s'il te plaît ne pas faire ça devant tout le monde? J'ai presque ri. Mais il n'y avait rien de drôle. Tu veux dire comme tu n'as pas voulu discuter d'amener 20 personnes ici devant moi? Tessa a levé les mains. Personne n'essayait de te faire du mal. On pensait que tu serais contente d'avoir la famille réunie. Non. Ai-je dit. Vous pensiez que je ferais le travail. Pendant un moment, personne n'a répondu. Puis un cousin que je connaissais à peine a ouvert le garde-manger et a demandé s'il y avait du café. La question ordinaire a brisé la tension, mais pas la vérité en dessous. C'était ainsi que ces choses s'étaient produites pendant des années. Une demande couverte par une autre, une faveur devenant une attente. Au moment où je remarquais le poids de tout cela, tout le monde avait déjà décidé que j'étais la personne qui le porterait. J'avais acheté la maison à 31 ans. Elle n'était pas grandiose. C'était un modeste colonial de 4 chambres à la périphérie de la banlieue de Columbus. Avec un étroit porche avant et un jardin assez grand pour des roses. Des tomates et une petite balançoire en bois que Nora et moi avions trouvé dans une vente de garage. Je l'avais économisé grâce aux heures supplémentaires et à la patience. Après la fin de mon premier mariage, j'avais cessé de croire que l'amour seul était un plan financier. J'avais travaillé pour obtenir un poste de superviseur de sinistre. Remboursé mes dettes et mis chaque augmentation de salaire de côté. Le jour où j'ai signé les papiers, je me suis assise seule sur le sol vide du salon et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que le silence m'appartenait enfin. 3 ans plus tard, j'ai épousé David. Je l'avais aimé. À bien des égards, je l'aimais encore. Il était stable quand nous nous sommes rencontrés. Il me faisait rire. Il se souvenait de la façon dont je prenais mon café. Quand il a emménagé après notre mariage, j'ai vidé la moitié du placard sans qu'il le demande. J'ai ajouté son nom au compte des services publics pour qu'il puisse s'occuper des choses si j'étais absente. J'appelais sa mère le dimanche. J'accueillais Tessa et ses enfants pour les anniversaires et les fêtes. Je n'ai jamais une seule fois dit « ma maison » pour le faire se sentir petit. Mais petit à petit, sa famille m'a effacé de l'histoire. Margaret l'appelait « chez David ». Tessa disait aux parents « on se retrouve toujours chez mon frère ». À Noël. Quelqu'un demandait à David s'il avait assez de chaises en me regardant droit devant moi pendant que je sortais les chaises que j'avais achetées. Et David, qui détestait tellement le conflit qu'il préférait avaler ses propres mots plutôt que de contrarier qui que ce soit, laissait le langage rester. Le Noël précédent. Tessa m'avait tendu une liste d'épiceries pour 30 personnes et avait souri. Tu es juste naturellement doué pour prendre soin de tout le monde.
avait-elle dit. À l'époque, j'avais pris cela pour un compliment. Debout dans ma cuisine bondée ce vendredi-là, j'ai enfin compris que ça avait été une mission. David m'a suivi dans le couloir. Tu ne peux pas laisser 20 personnes sans nulle part où aller. A-t-il dit à voix basse. Ce sont des adultes. Ils ont des voitures, des téléphones, de l'argent et une camionnette de location. Mais maman a 70 ans et Nora se remet d'un cancer, ai-je dit. Pourtant tu t'attendais à ce que j'annule pour elle. Il s'est frotté le front. Je ne m'attendais pas à ce que tu annules. Si. Tu t'y attendais. Tu as dit à Tessa que je m'en occuperais. Ses yeux se sont levés vers les miens. C'est ma maison aussi. Claire. Les mots sont tombés doucement. Mais ils ont coupé. Non. David. Ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Il m'a regardé comme si j'étais soudain devenu quelqu'un de froid et d'inconnu. Mais je n'avais pas changé. J'avais simplement cessé de prétendre que la générosité signifiait la reddition. Pendant quelques secondes après que je l'ai dit, David n'a pas parlé. Il se tenait dans le couloir, une main contre le mur, l'air moins en colère que blessé. Je comprenais pourquoi. Je venais de lui arracher une croyance qu'il avait portée pendant des années. La croyance confortable que parce qu'il vivait dans cette maison. M'aimait dans cette maison et payait certaines factures dans cette maison. Elle lui appartenait de la même manière incontestée qu'à moi. Mais je ne l'avais pas dit pour le blesser. Je l'avais dit parce que la vérité avait attendu trop longtemps. Je n'essaie pas de te jeter dehors, lui ai-je dit. Je te dis que tu n'as pas le droit d'offrir cette maison. Mon temps ou mon travail à ta famille comme si rien de tout cela ne nécessitait mon consentement. Sa mâchoire s'est crispée. Ce ne sont pas des étrangers. Non, ai-je dit. C'est exactement pour cela que cela compte. Les étrangers savent généralement qu'ils ont besoin d'une invitation. Depuis la cuisine. J'ai entendu Tessa appeler. David. Où rangez-vous le papier toilette supplémentaire? Il a fermé les yeux un instant, et j'ai vu quelque chose bouger sur son visage. Pas encore de compréhension, juste la première fissure inconfortable dans le déni. Je suis remonté et j'ai fini de faire ma valise. J'ai plié des pantalons en lin, 2 pulls légers. Mes chaussures de marche confortables et le chemisier bleu pâle que Nora m'avait dit qu'il m'allait. Bien. J'ai emballé lentement, non pas parce que j'étais incertaine de partir, mais parce que je refusais de laisser le bruit en bas faire de moi une femme paniquée qui se précipitait à travers sa propre vie. Toutes les quelques minutes, quelqu'un appelait mon nom. Claire? As-tu plus d'oreiller? Claire? Y a-t-il une autre salle de bain? Claire? Où sont les sacs poubelles? Au début, j'ai répondu du haut des escaliers. Puis j'ai cessé de répondre complètement. Il y avait 20 personnes en bas. Sûrement que l'une d'elles pouvait trouver un sac poubelle. Vers 6 heures, la maison sentait la pizza parce que David avait commandé à livrer. Il m'a apporté une assiette en carton à l'étage. Debout maladroitement dans l'encadrement de la porte de notre chambre. Je t'ai pris des légumes. A-t-il dit. Merci. Il est resté là. Tenant le bord de l'encadrement. Maman pense que tu fais une scène. Je l'ai regardé. Ta mère est arrivée avec 20 personnes et m'a dit de cuisiner et de nettoyer pour elle. J'ai réservé un voyage pour soutenir ma sœur après un traitement contre le cancer. Quelle partie est la scène, David? Il a baissé les yeux vers l'assiette dans ses mains. J'ai adouci ma voix. Même si j'en avais assez d'être celle qui rendait les vérités difficiles plus faciles à entendre. Tu as eu 2 semaines pour me le dire. Tu aurais pu dire non à Tessa.
Tu aurais pu demander si je voulais accueillir. À la place. Tu as décidé que je renoncerais à ce qui comptait pour moi parce que c'était plus facile que de les décevoir. Je ne pensais pas que ce serait si important. A-t-il dit. Cette phrase a fait mal d'une autre façon. Non pas parce qu'il avait voulu être cruel. David n'était pas cruel par nature. Il était faible dans les endroits où la gentillesse exigeait du courage. Sa famille appuyait et il cédait. Puis il s'attendait à ce que j'absorbe les conséquences en silence parce que j'avais toujours été là. Plus forte. C'est le problème, ai-je dit. Tu ne penses jamais que c'est un gros problème parce que je fais toujours en sorte que ça marche. Il n'a pas eu de réponse. Plus tard dans la soirée. Après que les enfants eurent enfin cessé de courir dans le couloir de l'étage. J'ai appelé une avocate dont j'avais gardé le numéro des années plus tôt. Elle s'appelait Linda Harper, et je lui avais parlé une fois quand David et moi nous sommes mariés. À l'époque. Je voulais comprendre comment protéger ma maison prénuptiale sans faire sentir mon nouveau mari indésirable. Linda avait été directe mais gentille. Une maison possédée avant le mariage et restée uniquement au nom d'un conjoint était importante. Avait-elle expliqué. Mais le mariage était compliqué. Et les gens ne devraient jamais utiliser des papiers juridiques comme une arme au milieu d'une dispute. Ce n'était pas non plus ce que je voulais maintenant. Quand elle a répondu, je lui ai donné la version courte. 20 parents étaient arrivés sans mon autorisation. Mon mari avait donné une clé à sa sœur des années auparavant. Je partais pour un voyage prévu le lendemain matin. Êtes-vous inquiète qu'ils endommagent la maison ou refusent de partir? A-t-elle demandé. Je suis inquiète que tout le monde pense avoir le droit d'être ici. C'est une raison suffisante pour mettre vos limites par écrit, a-t-elle dit. Ne verrouillez pas votre mari dehors et ne retirez pas ses affaires. Mais pour les invités, soyez clair sur ce que vous avez approuvé et ce que vous n'avez pas approuvé. Restez factuel. Si quelqu'un refuse de partir ou devient menaçant, appelez les forces de l'ordre local. Vous n'avez pas besoin de discuter de la propriété avec chaque parent ce soir. Son calme m'a stabilisé. Avant d'aller me coucher, j'ai ouvert le chat de groupe familial. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran un moment. Je savais qu'une fois le message envoyé, il n'y aurait plus moyen de prétendre que ce n'était qu'un malentendu. Puis j'ai écrit. Je n'ai pas été consulté avant que cette visite soit organisée. Je pars demain matin comme prévu. Pour mon voyage avec Nora. Je n'ai pas approuvé un séjour de 10 jours. De grands rassemblements ou des invités qui passent la nuit au-delà de ce soir. David devra organiser d'autres hébergements pour quiconque restera après-midi demain. Je l'ai lu 2 fois. Pas de colère, pas de menace, pas d'explication qui pourrait être tordue en argument. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Les réponses sont arrivées rapidement. Margaret, la famille ne devrait pas avoir besoin de permission pour rester avec la famille. Tessa, waouh. C'est froid même pour toi. Un cousin que je connaissais à peine a écrit. Je pensais que David et Claire avaient invité tout le monde. Puis il n'y a eu rien de la part de David. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit et j'ai éteint la lampe. À 6 heures le lendemain matin. Je suis descendu avec ma valise et j'ai trouvé Tessa qui m'attendait près de la porte d'entrée. Elle tenait une clé en argent entre 2 doigts. Oh, bien, a-t-elle dit. Avant que tu partes, peux-tu me dire si celle-ci ouvre encore la porte de derrière? La mienne a toujours été un peu collante. J'ai regardé la clé. Puis j'ai regardé David debout derrière elle dans la cuisine. Pour la première fois, il avait l'air vraiment effrayé. Tessa a tenu la clé comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. C'était une petite clé en argent sur un anneau en plastique bleu délavé. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Je connaissais chaque clé de cette maison, la porte d'entrée, la porte de derrière, le hangar, la boîte aux lettres.
Je les avais gardés sur des crochets étiquetés à l'intérieur du garde-manger depuis que j'avais emménagé. Cette clé. Ai-je dit. Où l'as-tu eue? Tessa a jeté un coup d'œil à David. Puis à moi. David me l'a donnée il y a des années quand maman a été opérée. Tu te souviens, au cas où quelqu'un aurait besoin de vérifier la maison. Le visage de David était devenu pâle. J'avais oublié qu'elle l'avait encore. A-t-il dit. Mais Tessa n'avait pas fini. Elle a haussé légèrement les épaules et a ajouté. Je l'ai utilisé quelques fois depuis. Juste pour déposer des choses. Et quand on planifiait cette réunion, David a dit que la famille pouvait utiliser la maison. Il a dit que tu ferais ce que tu fais toujours. Le silence qui a suivi était différent de l'inconfortable silence de la veille. Celui-ci avait du poids. Margaret se tenait près de la table de la salle à manger. Les deux mains enroulées autour de sa tasse de café. Deux des cousins de David étaient derrière elle, faisant semblant de ne pas écouter. Les enfants dormaient encore à l'étage. À travers la fenêtre avant. Je pouvais voir la camionnette de location et la ligne de bagages qui attendait sur ma pelouse. David a regardé Tessa. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit qu'il y avait de la place. A-t-elle répondu. Tu as dit que Claire s'en occuperait. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je n'avais pas besoin qu'il dise les mots exacts. Le sens était déjà clair. Il avait donné à Tessa l'accès à ma maison. Puis l'avait laissé croire que cet accès s'accompagnait d'une autorité. Il avait évité une conversation difficile avec sa famille et m'avait tendu la facture sous la forme de 20 personnes, 10 jours et une maison pleine d'attentes. J'ai posé ma valise à côté des escaliers. David. Ai-je dit? S'il te plaît. Demande à tout le monde de venir dans la salle à manger. Le menton de Margaret s'est relevé. Claire? Ça devient ridicule. Non. Ai-je dit? Ça devient enfin clair. Quelques minutes plus tard. La plupart des adultes étaient réunis autour de la table de la salle à manger. Certains étaient habillés pour la journée. D'autres portaient les vêtements de la veille et avaient l'air fatigués, confus et agacés. Tessa était assise, les bras croisés. David restait debout près de la porte. Comme s'il n'avait pas encore décidé s'il appartenait à sa famille ou à moi. Je suis remonté une dernière fois et suis revenu avec le dossier de mon bureau. Puis j'ai posé l'acte original sur la table. À côté. J'ai placé une copie imprimée du registre foncier du comté et les courts conseils écrits que Linda m'avait envoyé par email après notre appel. Je n'ai pas lu de langage juridique à voix haute. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement donné aux faits la place qu'on leur avait refusée trop longtemps. Cette maison était à moi avant que j'épouse David, ai-je dit. Elle est restée à mon nom. David vit ici parce que je l'ai accueilli dans ma maison et parce que je voulais que nous construisions une vie ensemble. Mais personne n'a le droit de programmer 10 jours ici. De distribuer des clés ou de m'assigner le travail d'hôtesse sans me le demander d'abord. Tessa a émis un rire sans joie. Alors maintenant tu sors des papiers pour embarrasser tout le monde. Je montre à tout le monde pourquoi cette décision n'a jamais été la vôtre à prendre. Margaret a regardé David. Tu nous as dit que c'était ta maison. Les yeux de David sont restés fixés au sol. L'oncle Raymond, qui était arrivé de Dayton avec sa femme la veille, a pris le registre du comté et l'a lu silencieusement. Il avait toujours été le genre d'homme qui parlait avec prudence. Ce qui rendait ses mots plus durs quand il a finalement regardé David. Fils, a-t-il dit. Savais-tu que Tessa invitait des gens ici sans l'accord de Claire? David a avalé sa salive. Je savais qu'elle voulait avoir la réunion ici.
Ce n'était pas ma question. Pour la première fois. David l'a regardé directement. Oui. A-t-il dit. Je savais. Personne n'a élevé la voix. Personne n'en avait besoin. La vérité était assise au centre de cette pièce comme une assiette fêlée. Tout le monde pouvait la voir. Mais personne ne pouvait la réparer en prétendant qu'elle était entière. Je me suis tourné vers le groupe. Je pars pour Charleston ce matin. Je serai avec ma sœur. Je n'annule pas ce voyage. Le séjour d'une nuit se termine à midi, comme je l'ai dit dans le message familial. Quiconque a besoin d'un endroit où rester après cela devra trouver un autre arrangement. La voix de Margaret a tremblé. Tu mettrais vraiment ta propre famille à l'hôtel? Je l'ai regardé dans les yeux. Non, Margaret. David organisera des chambres d'hôtel pour les parents qu'il a invités sans mon consentement. David m'a regardé vivement, espérant peut-être que je l'adoucirais pour lui. Je ne l'ai pas fait. Il a sorti son téléphone. Il y a un hôtel près de l'autoroute. A-t-il dit. Je vais faire les réservations. Tessa a ricané. Pour nous tous. C'est cher. C'est cher? A dit David. C'était la première chose utile qu'il avait dite de tout le week-end. Je l'ai regardé passer les appels. Je l'ai regardé demander combien de chambres étaient disponibles et donner son numéro de carte à la préposé aux réservations. J'ai regardé le coût pratique de sa décision l'atteindre enfin. Non pas comme une accusation de ma part, mais comme des emails de confirmation apparaissant l'un après l'autre sur son téléphone. Avant de partir, j'ai tendu la main à Tessa. La clé. Elle m'a regardé un moment. Puis elle l'a laissé tomber dans ma paume. C'est tellement dramatique. A-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. Ce qui était dramatique, c'était d'arriver avec 20 personnes et de supposer que je disparaîtrais dans le décor. J'ai mis la clé dans ma poche. J'ai dit à David que je ferais changer les serrures après que la maison serait vidée que lui et moi discuterions de l'accès et des limites à mon retour. Il a hoché la tête, mais il avait l'air stupéfait de tout ce qui avait changé en une matinée. À l'aéroport, après être passé par la sécurité, mon téléphone a vibré. Tessa avait posté un message en ligne. Claire a jeté grand-mère hors de la maison de son propre fils. Ma poitrine s'est serrée. Puis, sous son message, l'oncle Raymond avait écrit une seule phrase. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu le sais. J'ai regardé le message de Tessa jusqu'à ce que les mots commencent à se brouiller. Claire a jeté grand-mère hors de la maison de son propre fils. C'était une phrase simple. Mais elle avait été construite avec soin pour me faire paraître sans cœur. Elle transformait 20 adultes arrivant sans permission en une femme âgée abandonnée. Elle effaçait Nora, mon voyage prévu, la clé de rechange. L'acte sur la table de la salle à manger et chaque personne qui avait regardé David réserver des chambres d'hôtel parce qu'il avait promis quelque chose qui n'avait jamais été à lui de promettre. Pendant une seconde brûlante, j'ai voulu tout écrire. J'ai voulu poster des photos des bagages sur ma pelouse. J'ai voulu montrer le registre du comté. J'ai voulu dire à chaque parent que Tessa était entrée par ma porte d'entrée avec un sac à vêtements. Et m'avait demandé si je cuisinerais et nettoierais pour 20 personnes. Mais Nora m'attendait à la porte d'embarquement. Elle portait un chapeau de paille à large bord et un gilet vert doux. Même si Charleston était plus chaud que l'Ohio. Ses cheveux avaient repoussé après le traitement, courts et argentés aux tempes maintenant. Elle a vu mon visage et a baissé la voix. Il s'est passé quelque chose? Je lui ai montré le message. Nora l'a lu. Puis m'a rendu le téléphone.
Tu veux rentrer à la maison? La question m'a serré la gorge. Pendant une grande partie de ma vie, on m'avait enseigné, surtout par l'exemple, pas par des mots, qu'une bonne femme revenait. Elle revenait quand les gens avaient besoin de dîner. Elle revenait quand quelqu'un était en colère. Elle revenait quand un membre de la famille faisait un gâchis et s'attendait à ce que quelqu'un d'autre le nettoie. Mais Nora avait passé la dernière année à apprendre que son corps avait des limites et que les ignorer ne la rendait pas courageuse. Cela ne la rendait que plus malade. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac. Non. Ai-je dit. Je vais avec toi. Elle a hoché la tête une fois. Alors on y va. Quand nous sommes arrivés à Charleston, j'avais reçu des messages de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Quelques-unes demandaient ce qui s'était passé. Deux m'ont envoyé des versions de « Je suis désolé qu'il t'ait traité comme ça ». Un cousin a écrit « Je pensais sincèrement que toi et David aviez planifié ça ensemble ». C'était la phrase qui est restée avec moi. Ils avaient supposé. Tout le monde avait supposé que David m'avait demandé parce que David avait agi comme s'il avait le droit de répondre à ma place. Et parce que j'avais passé tant d'années à aplanir les choses. Personne ne s'était arrêté pour se demander si j'avais accepté. Nora et moi avons enregistré notre petit hôtel près de l'eau. Nous avons mangé des crevettes et des grits dans un restaurant tranquille. Puis avons marché le long du port jusqu'à ce que la brise du soir rafraîchisse les trottoirs. J'ai essayé d'être présente. J'ai regardé les bateaux bouger doucement dans leurs emplacements et j'ai écouté Nora me parler d'un livre qu'elle avait lu pendant sa dernière série de traitements. Pourtant, le mensonge de Tessa me suivait. Cette nuit-là, après que Nora soit allée dans sa chambre, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé et j'ai ouvert le chat de groupe familial. J'ai écrit lentement. Je ne vais pas discuter de cela en ligne. Personne n'a été jeté dehors. 20 personnes sont arrivées sans mon autorisation pour un séjour de 10 jours alors que j'avais un voyage prévu avec ma sœur qui se remet d'un traitement contre le cancer. David a organisé d'autres hébergements pour les parents après-midi. La maison était à moi avant notre mariage et reste à mon nom. Je ne discuterai plus de cela en ligne. Je l'ai lu 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Ce n'était pas dramatique. Cela ne traitait pas Tessa de nom. Cela ne demandait à personne de prendre mon parti. C'était simplement vrai. Les réponses ont commencé presque immédiatement. Raymond a écrit en premier. Claire a raison. J'étais là. Nous aurions dû demander avant de venir. Sa femme, Linda, pas l'avocate, a ajouté « Je suis désolé. » Claire. Nous n'aurions jamais dû te mettre ça sur le dos. Puis sont venus des messages d'autres. Certains étaient embarrassés. Certains sonnaient d'abord défensifs. Mais l'histoire que Tessa avait racontée ne pouvait pas survivre au contact avec des gens qui s'étaient tenus dans la salle à manger et avaient vu les papiers de leurs propres yeux. Tessa n'a pas répondu. David a appelé juste après 10 heures. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. C'était une question si ordinaire que j'ai failli raccrocher. Je suis à Charleston avec Nora. Ai-je dit. J'essaie de l'être. J'ai parlé à Tessa, a-t-il dit après un silence. Elle a admis qu'elle avait choisi notre maison parce que c'était gratuit. Elle a dit qu'elle pensait que tu ne dirais pas non. Notre maison ? Ai-je demandé. Le silence est revenu. Puis il s'est corrigé. Ta maison. J'ai fermé les yeux. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Elle a aussi dit qu'elle n'avait posté que parce qu'elle était embarrassée, a continué David.
Les gens demandaient pourquoi il devait partir et elle voulait qu'il pense que c'était de ta faute. Elle l'a retiré? Oui. Raymond lui a dit de le faire. Cela comptait. Mais pas autant que ce que David a dit ensuite. J'aurais dû arrêter ça avant que ça commence, a-t-il dit. Je savais que tu avais le voyage prévu. Je savais que Nora avait besoin de toi. Je ne voulais juste pas avoir affaire à Tessa ou à maman qui se fâchait. Et donc, tu as décidé que c'est moi qui pourrais être fâché à la place. Oui. A-t-il dit tranquillement. C'est ce que j'ai fait. Pour la première fois depuis le vendredi après-midi, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas expliqué. Il ne m'a pas dit que j'en faisais trop. Il a simplement admis. Le lendemain matin, il m'a envoyé une liste détaillée, chambre d'hôtel, nourriture, transport, la lampe de rechange et un rendez-vous avec un serrurier prévu pour le lendemain du départ des parents. Il avait aussi parlé à Tessa. Elle rembourse les chambres pour les personnes qu'elle a invitées. A-t-il écrit. Et le changement de serrure. Elle a discuté. Puis maman lui a dit qu'elle devait le faire. Je me suis assise sur le balcon de l'hôtel en regardant Nora en bas dans la cour, riant doucement avec une femme qu'elle avait rencontrée au petit déjeuner. L'océan était quelque part au-delà des bâtiments, assez près pour que je sente le sel dans l'air. Tessa n'avait pas été vaincue par un discours ou une humiliation publique. Elle avait perdu ce qu'elle s'attendait à avoir gratuitement, l'accès. La commodité et la croyance automatique de la famille en sa version des événements. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé de David. C'était une photographie de l'acte toujours posé sur la table de la salle à manger à la maison. En dessous, il avait écrit. J'ai passé 12 ans à agir comme si cette maison était la mienne. Mais la pire vérité, c'est que j'ai agi comme si ton temps était le mien aussi. J'ai regardé la photo longtemps. L'acte prouvait que la maison m'appartenait. Mais partir m'avait montré quelque chose d'encore plus important. J'appartenais à moi-même. Quand je suis rentré de Charleston, je n'ai pas rapporté une décision sur mon mariage. Je suis revenu avec une sorte de clarté tranquille. Nora et moi avions passé 5 jours à marcher près de l'eau. À manger des repas qu'aucune de nous n'avait cuisinés et à parler de tout sauf du cancer jusqu'à ce que nous soyons prêtes à en reparler. Dans l'avion du retour, elle s'était endormie contre le hublot avec un livre de poche ouvert sur ses genoux. J'ai regardé les nuages passer sous nous et j'ai compris que j'avais passé trop d'années à traiter l'épuisement comme une preuve que j'étais aimé. Ce n'était pas le cas. Être nécessaire n'était pas la même chose qu'être respecté. David est venu me chercher à l'aéroport. Il m'attendait près de la récupération des bagages, tenant un petit gobelet en papier de café. Comme autrefois quand il voulait faire la paix après une journée difficile. Pendant un moment, j'ai vu l'homme que j'avais épousé. L'homme qui avait traversé la ville à 21h parce que j'avais mentionné que j'avais un mauvais rhume et pas de jus d'orange. Puis je me suis souvenu de lui debout dans notre cuisine pendant que sa famille transformait ma maison en hôtel. Merci d'être venu, ai-je dit en prenant le café. Il a hoché la tête, mais il n'a pas essayé de m'embrasser. J'ai apprécié cela plus que je ne m'y attendais. Le trajet jusqu'à la maison a été silencieux. David m'a dit que les parents étaient tous partis dimanche après-midi. Tessa avait retiré son message. Le serrurier avait recueilli les portes extérieures ce matin-là. David s'était assuré que ni Tessa ni personne d'autre dans sa famille n'avait reçu de nouvelles clés. Tu as ta clé, a-t-il dit. J'ai la mienne. C'est tout. J'ai regardé la circulation sur l'autoroute. Bien, ai-je dit. Il a attendu un moment avant d'ajouter. La lampe cassée a été remplacée. J'ai payé les chambres d'hôtel, la nourriture et le transport moi-même. Tessa me rembourse pour les chambres liées aux personnes qu'elle a invitées. C'est entre toi et Tessa.
Je sais, a-t-il dit. Cela aurait dû être entre moi et Tessa dès le début. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle avait presque exactement le même aspect qu'avant le vendredi. Les valises étaient parties. La camionnette de location était partie. La pelouse avant était libre. Mais quelque chose en moi avait trop changé pour que la maison semble la même. À l'intérieur, les sols avaient été nettoyés. Des serviettes fraîches étaient pliées dans la buanderie. La chambre d'amis avait été remise en ordre, y compris la courte pointe de ma mère, qui avait été lavée et soigneusement pliée sur le lit de jour. David avait même remplacé le rosier qu'un des enfants avait écrasé en courant dans le parterre. Il avait préparé de la soupe au poulet pour le dîner. C'était un petit repas ordinaire, pas une grande démonstration. Pas de fleurs et de bougies et un discours conçu pour me faire me sentir coupable d'être encore blessé. Je me suis assise à la table de la cuisine en face de lui et j'ai laissé le silence s'installer. Finalement, David a dit. Je suis désolé. Je l'ai regardé. Je suis désolé d'avoir donné une clé à Tessa. Je suis désolé de lui avoir dit que tu t'occuperais de la réunion. Je suis désolé d'avoir laissé ma famille appeler ça ma maison alors que je savais que ce n'était pas le cas. Mais plus que cela. Je suis désolé d'avoir traité ta patience comme quelque chose que je pouvais dépenser. Ses yeux se sont remplis, mais il n'a pas détourné le regard. Pendant des années, j'avais voulu que David comprenne. J'avais voulu qu'il voie que chaque fois qu'il restait silencieux, c'était moi qui portais le coup du maintien de la paix. Maintenant, il disait les mots, mais les mots seuls ne suffisaient pas. Je te crois désolé, lui ai-je dit. Mais je ne suis pas prête à te dire ce que cela signifie pour nous. Son visage s'est crispé. Bien qu'il ait hoché la tête. C'est juste. Non. Ai-je dit doucement. C'est nécessaire. Le lendemain matin, j'ai rappelé Linda Harper. Je lui ai demandé quelles mesures je pouvais prendre pour m'assurer que mes registres de propriété prénuptiale étaient organisés et que je comprenais mes options. Je ne déposais pas de demande de divorce. Je n'essayais pas d'effrayer David. J'en avais simplement fini d'être mal informé sur la vie que j'avais travaillé si dur à construire. David n'a pas discuté quand je lui ai dit. Il a demandé si je voulais rester ailleurs pendant un moment. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Et c'était la vérité. Au cours des semaines suivantes, David a commencé à faire ce qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Quand Margaret a appelé et a demandé si la famille pouvait se réunir à la maison pour le Labor Day, il n'a pas répondu à ma place. Il a dit, je dois demander à Claire si elle le veut. Quand Tessa s'est plainte que je l'avais embarrassé, David lui a dit. Tu t'es embarrassé toi-même en invitant des gens dans une maison qui n'était pas offerte. Il a commencé une thérapie individuelle, non pas parce que je l'exigeais, mais parce qu'il a admis qu'il ne savait pas pourquoi décevoir sa mère et sa sœur lui avait toujours semblé plus effrayant que de décevoir sa femme. Il m'a aussi demandé si je considérerais une thérapie de couple. Seulement quand je serai prête. Ai-je dit. Seulement quand tu seras prête. A-t-il répété. Tessa m'a appelé 2 semaines plus tard. Au début, ses excuses sonnaient familières. Je ne pensais pas que ça deviendrait un si gros problème. A-t-elle dit. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai fermé les yeux. Ça est devenu un gros problème quand tu as décidé que j'étais censé servir 20 personnes dans ma propre maison. Elle a été silencieuse longtemps. Puis elle a dit d'une voix plus petite. Je comptais sur toi parce que tu ne m'as jamais obligé à faire face au coût de ce que je demandais. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais c'était la première chose honnête qu'elle avait dite. Je ne te donnerai plus de clés, lui ai-je dit. Et tu ne feras plus de projet pour cette maison.
Pas pour les fêtes, pas pour les visites, pas pour quoi que ce soit. Si tu veux venir un jour, tu me demandes directement. Et tu acceptes ma réponse. Je comprends. A-t-elle dit. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Le pardon n'était pas une porte que quelqu'un pouvait déverrouiller juste parce qu'il admettait. Enfin s'être trompé. Mais je l'ai entendu. Un soir, environ un mois après Charleston. David se tenait à côté de moi dans la cuisine pendant que je rinçais les assiettes du dîner. Tu ne récupères pas notre mariage parce que tu es désolé. Lui ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. Tu as une chance de construire quelque chose de différent, ai-je dit. Mais seulement si tu es prêt à continuer à être présent quand ça cesse d'être pratique. Il a pris l'assiette de mes mains et l'a séchée soigneusement. Je le suis. A-t-il dit. Pour la première fois, je ne me suis pas précipité pour le rassurer. J'ai laissé le silence porter le poids de ce qu'il devait prouver. 4 mois se sont écoulés avant que j'accepte d'accueillir à nouveau quelqu'un de la famille de David. Pendant ce temps, David ne m'a pas demandé d'avancer. Il n'a pas parlé de pardon quand j'étais fatigué ni utilisé des mots de thérapie pour ce faire. Paraître changé avant de l'avoir réellement fait. Il a simplement commencé à faire les choses différemment. Quand sa mère appelait, il a cessé de répondre pour nous deux. Quand Tessa demandait si elle pouvait amener ses enfants, il me demandait d'abord. Si je disais non, il disait non sans ajouter, Claire a une période difficile. Comme si ma limite avait besoin d'une excuse médicale pour être respectée. Il a suivi une thérapie chaque semaine. Il a appris à quel point il s'était souvent appelé pacificateur alors qu'il évitait simplement le conflit jusqu'à ce qu'il atterrisse sur les épaules de quelqu'un d'autre, généralement les miennes. J'ai assisté à quelques séances de couple quand je me suis senti prête. Je n'y suis pas allé parce que j'avais promis de sauver le mariage. J'y suis allé parce que je voulais savoir s'il restait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et lentement, David m'a donné des raisons de croire qu'il y en avait peut-être. Il a commencé à remarquer le travail avant qu'il ne devienne un problème. Il a changé les draps de la chambre d'amis sans qu'on le lui rappelle. Il s'est occupé du rendez-vous annuel pour la chaudière. Il a appelé le plombier quand l'évier de l'étage a commencé à goutter. Ce n'étaient pas des actes héroïques. C'étaient des responsabilités normales. Mais après des années à être celle qui se souvenait de tout, le normal semblait presque étranger. En novembre, l'air à Columbus était devenu vif et gris. Les érables le long de notre rue avaient perdu la plupart de leurs feuilles. Et les supermarchés remplissaient déjà leurs présentoirs avant de citrouilles en conserve et de sacs de canneberge. La fête de l'Action de grâce avait toujours été le plus grand rassemblement de l'année pour la famille de David. Pendant longtemps, cela avait signifié 3 jours de préparation pour moi, courses, cuisine, ménage, trouver assez de chaises pliantes. Faire les lits et sourire au moment où quelqu'un disait inévitablement, « Claire, tu rends toujours tout si agréable. » Je m'attendais à ce que la mère de David l'appelle. Elle l'a fait. J'étais dans le jardin un après-midi à tailler les rosiers avant le premier vrai gel quand David est sorti sur le porche, son téléphone à la main. Maman a appelé. A-t-il dit. J'ai levé les yeux de mon sécateur. Je m'y attendais. Il est descendu les 2 marches et s'est tenu à quelques pieds, me laissant de l'espace. Elle a demandé si la famille pouvait venir ici pour la fête de l'Action de grâce. J'ai attendu. Son visage était calme, mais je pouvais voir qu'il était nerveux. C'était encore difficile pour lui. J'ai respecté qu'il ne prétendait plus autrement. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé. Je lui ai dit que je devais te demander si tu le voulais. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. C'était une phrase si petite. Elle aurait dû être ordinaire. Mais l'entendre, c'était comme recevoir quelque chose qui m'avait manqué pendant des années. La simple dignité d'être incluse dans les décisions concernant ma propre vie.
Qu'est-ce que tu veux? A-t-il demandé. Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai posé le sécateur sur la rampe du Porsche. Une partie de moi voulait dire non immédiatement. Non pas parce que je voulais punir qui que ce soit. Mais parce que la paix était devenue précieuse pour moi. J'avais appris qu'un après-midi tranquille n'était pas vide. C'était un cadeau. Mais je savais aussi que je ne voulais pas que la peur ou le ressentiment deviennent la seule chose. Qui gouverne ma maison? Je pourrais faire un après-midi, ai-je dit enfin. Pas un week-end, pas d'invité qui passe la nuit. Et pas si on s'attend à ce que je le porte seul. David a hoché la tête avant que j'aie fini. Dis-moi les conditions. Alors je l'ai fait. Tout le monde apporterait de la nourriture. David coordonnerait la journée. Personne n'arriverait sans invitation. Personne ne supposerait pouvoir rester. Et Tessa demanderait directement avant d'entrer dans la maison, avant d'offrir de l'aide. Avant de faire des projets, avant de traiter l'endroit comme s'il appartenait à son frère. David a tout noté. Puis il a appelé sa mère et lui a dit. J'ai écouté depuis la cuisine pendant qu'il parlait. Sa voix était respectueuse, mais elle ne pliait pas. Maman? Claire et moi sommes prêts à accueillir la fête de l'Action de grâce de 13h à 18h. Tout le monde apporte un plat. Nous ne faisons pas d'invités qui passent la nuit, et c'est moi qui coordonne, pas Claire. Il y a eu une pause. Puis il a dit. Non. Elle n'est pas difficile. Nous faisons des projets ensemble. Cette phrase est restée avec moi toute la journée. Le matin de la fête de l'Action de grâce, David s'est levé avant moi. Je l'ai trouvé dans la cuisine à 7h. Portant un vieux tablier et essayant de comprendre pourquoi la cafetière faisait un clic étrange. Tu es debout tôt. Ai-je dit. Il a souri. J'ai un emploi du temps. Tu as fait un emploi du temps. J'ai fait un tableur. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. C'était le premier vrai rire que je lui avais donné depuis longtemps. À midi, la maison sentait la dinde rôtie, les patates douces, la sauge et la tarte aux pommes que Margaret avait apportées d'une boulangerie près de son appartement. David avait débarrassé les tables, disposé les plats de service et vérifié l'allée 2 fois pour s'assurer que personne ne bloquait. Nos voisins. À 13h, les gens ont commencé à arriver. Margaret était la première. Elle se tenait à la porte, tenant un plat à casserole, soudain plus petite que je ne me souvenais. Merci de nous accueillir, a-t-elle dit. Pas, David nous a invités. Pas, c'est bon d'être de retour. Merci de nous accueillir. De rien. Ai-je dit? Et je le pensais avec précaution. Tessa est arrivée 20 minutes plus tard avec ses enfants et 2 plats couverts. Elle n'a pas utilisé de clé. Elle a sonné. Quand j'ai ouvert la porte, elle a légèrement levé les plats. J'ai fait des haricots verts et du pain de maïs. A-t-elle dit. Où voudrais-tu les mettre? C'était maladroit. Ce n'était pas encore chaleureux. Mais c'était respectueux. Dans la cuisine. S'il te plaît. Lui ai-je dit. Tout l'après-midi, David est resté impliqué. Il a resservi les boissons, débarrassé les assiettes. Géré les enfants quand ils devenaient trop bruyants et s'est assuré que personne ne me laissait seul avec le nettoyage. Quand un cousin a demandé si tout le monde pouvait revenir le lendemain pour les restes, David a répondu avant que je puisse le faire. Non, a-t-il dit agréablement. Aujourd'hui, c'est le rassemblement. On fera d'autres projets une autre fois. Personne n'a discuté. Plus tard, après le dîner, David se tenait près de la table avec un verre de thé glacé à la main. La conversation s'était adoucie autour de lui.
Margaret parlait doucement avec Raymond. Tessa aidait à emballer les restes. David s'est éclairci la gorge. Je veux dire quelque chose, a-t-il dit. La pièce est devenue silencieuse. Il a regardé sa famille. Puis moi. La patience de Claire n'a jamais été une permission, a-t-il dit. J'ai laissé chacun d'entre vous traiter sa générosité comme quelque chose à laquelle vous aviez droit. Et je l'ai fait aussi. J'ai appelé cette maison ma maison alors que je n'avais aucun droit de parler pour elle. Je l'ai laissé porter le travail parce que je ne voulais décevoir personne d'autre. Sa voix a tremblé une fois. Puis s'est stabilisée. J'avais tort. Les yeux de Margaret se sont remplis de larmes. J'avais tort aussi, a-t-elle dit. J'aurais dû demander. J'aurais dû voir ce qui se passait. Tessa a baissé les yeux vers ses mains. Je suis désolé. Claire. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin d'une scène parfaite. Je n'avais pas besoin que tout le monde devienne des personnes différentes en un après-midi. J'avais besoin d'honnêteté suivie d'un comportement en lequel on pouvait avoir confiance au fil du temps. Quand la dernière voiture s'est éloignée ce soir-là, la maison était de nouveau silencieuse. David et moi nous sommes assis sur le porche sous une épaisse couverture, écoutant le vent bouger à travers les branches nues. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce voyage? A-t-il demandé. J'ai regardé vers la rue sombre. Vers la maison pour laquelle j'avais lutté pour me sentir à nouveau en sécurité. Non, ai-je dit. Je regrette d'avoir cru que d'être aimé signifiait être disponible pour tout le monde. David a tendu la main vers la mienne. Puis a fait une pause jusqu'à ce que je tourne la mienne et le laisse la tenir. Une maison n'est pas un comptoir de service. Un rassemblement familial n'est pas un droit. Et une femme qui pose une limite n'est pas cruelle. Elle rend le respect possible. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, j'espère que vous partagerez quelles limites vous avez dû apprendre à poser ou le moment où vous avez réalisé que votre gentillesse méritait aussi une protection. Et si vous croyez que les histoires de dignité, de guérison et de seconde chance comptent. S'il vous plaît aimez, abonnez-vous et rejoignez-moi pour la suite.